Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on part à la recherche de ce qui va le plus faire flipper Marie. Salut, moi c'est Marie et j'aime pas du tout cette mission. Je refuse. Et moi c'est Anaïs et here's Johnny. J'imagine que c'est une référence à The Shining. Oui, tu comprendras très vite pourquoi j'ai dit ça, puisque aujourd'hui on va découvrir encore un film d'horreur cultissime, et pas seulement un des plus grands films d'horreur de tous les temps, mais un des plus grands films de tous les temps, tout court. C'est Shining de Stanley Kubrick, qui est sorti en 1980 et qui est adapté d'un roman de Stephen King. Qu'est-ce que tu sais de The Shining ? Je sais que c'est un film de Stanley Kubrick, adapté d'un roman de Stephen King. J'imagine que c'est dans le Colorado, c'est dans un hôtel paumé. C'est l'hiver, donc je pense même que c'est autour des fêtes de Noël. J'ai plein d'images du film qui sont cultes. Donc il y a l'image des jumelles, les jumelles avec les mêmes robes dans un couloir, hein, voilà. Il y a l'image d'un petit garçon qui, je crois, est dans une espèce de charrette rouge. Et bien sûr, l'image de Jack Nicholson qui a cassé un bout de porte et qui passe sa tête et qui rigole d'une façon complètement folle. Je crois que lui, c'est un père de famille totalement normal et qui pète un câble complètement et qui, du coup, commence à faire du mal aux gens autour de lui. Je me demande si j'ai pas visité l'hôtel où ça a été tourné. J'ai visité un hôtel, on s'était arrêté un moment, il m'avait dit que c'était l'hôtel de The Shining. Peut-être que c'était juste parce que ça leur rappelait The Shining. Mais c'est vrai que c'était un hôtel sur une hauteur d'une montagne et tout ça. Enfin Ouais. bon, bref. J'ai une question, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle The Shining ? Je sais pas, j'imagine qu'il est brillant. Jack Nicholson brille. Ah ouais, voilà. C'est une des deux adaptations de Stephen King que je vais te montrer dans ce podcast, puisque évidemment Stephen King est un des maîtres Carrie, ça aussi. de l'horreur, voilà. Et après Shining, je vais te montrer Carrie de Palma. Pas tout de suite, mais plutôt dans la deuxième partie de cette saison. Moi, il faut savoir que Stephen King, c'est un de mes auteurs préférés. Quand j'étais jeune, que j'adorais Chair de poule, et après, quand je suis passée un peu à l'étape supérieure, j'ai commencé à lire des livres de Stephen King. Et je les ai dévorés parce que j'adorais le côté horrifique. The Shining, tu verras, c'est assez intéressant. En fait, c'est aussi un cas d'école sur ce qui fait une bonne ou une mauvaise adaptation au cinéma. J'ai très très hâte que tu découvres ce film. Moi, je l'ai vu plusieurs fois et assez jeune. Donc, ça fait aussi partie de ces films que j'ai vus très tôt, qui m'ont donc beaucoup marqué. Ça t'a fait peur ? Ouais, après, je pense clairement... Il y a un élément psychologique qui, forcément, je pense, va te déranger un petit peu, mais ça va pas te faire peur comme The Descent t'a fait peur. Je pense vraiment que tu vas être assez, peut-être pas détendu devant le film, mais c'est pas un truc où tu vas te cacher derrière ton oreiller. Oui, mais moi, je pense que ça va me déranger de la même façon que Bob m'avait dérangé dans Twin Peaks. Oui, forcément. Après, je pense que David Lynch va très loin dans ce qu'il fait et que Kubrick, c'est un autre genre d'horreur. Enfin, t'as vu d'autres films de Kubrick ? T'as vu Eyes Wide Shut ? J'ai vu Eyes Wide Shut, j'ai vu Docteur Folamour. T'as vu j'ai Orange Barry Mécanique ? Lyndon. Non, Ouais. j'ai pas vu Orange Mécanique. Orange Mécanique, moi, c'est le premier, je crois, que j'ai vu de Kubrick et qui m'avait un peu fascinée, parce que pareil, à l'adolescence, il y a un côté très dérangeant dans ce film-là aussi. Je sais pas, on verra, je veux pas trop en dire, mais je pense que tu seras pas non plus terrifié devant The Shining. Par contre, je pense et j'espère que tu as trouvé que c'est un très bon film. J'en suis sûre. C'est quoi tes attentes, toi, sur le film ? J'ai hâte de le voir parce que c'est un classique et que c'est un classique que j'ai jamais vu. Pas parce que j'avais pas envie de le voir, mais plus parce que l'occasion, c'est pas présenté en vrai si. Mais c'est juste que, ouais, enfin, je suis jamais allée le chercher alors que j'ai toujours eu envie de le voir. Mais je pense aussi parce que je me disais que ça allait être un peu dérangeant ou flippant et du coup, c'était pas forcément, j'avais un peu la flemme, quoi. Mais j'ai vraiment envie de le voir, donc je suis très contente. On va procéder au petit jeu auquel on joue à chaque épisode. On va te montrer l'affiche du film The Shining et tu vas essayer de deviner ce qui se passe en voyant l'affiche. Bon, a priori, tu connais déjà un peu l'image. Oui. Ah, je l'avais oublié, elle. Il y a Jack Nicholson, que je trouve très beau, Jack Nicholson, je suis désolée, mais pas sur cette image, mais en fait, t'as vu Chinatown ou pas ? Oui. Je le trouve hyper mignon dedans. En fait, pour moi, le problème, c'est que, comme à un très jeune âge, je l'ai découvert dans The Shining et Vol au-dessus d'un nid de coucou, moi, je peux pas. Je le trouve tellement taré, en fait. Ouais, il fait flippant. Là, Ouais. sur cette photo, il fait vraiment très flippant, mais il est vraiment très beau. Il ressemble vachement à Leonardo DiCaprio, en fait. Oui, non, il est beau, mais c'est vrai que, ouais, moi, il m'a traumatisée. Et de l'autre côté, c'est Shelley Duvall, je pense. C'est ça. Qui a l'air... Qui ressemble à toi devant The Descent. Ouais, voilà, qui a l'air hyper effrayée. Et cette image, je l'ai vue aussi plein de fois. Et elle a un couteau, donc à mon avis, elle est attaquée par lui. Ça a l'air très fun. Et il y a juste marqué The Shining. The tide of terror that swept America is here. Mhm. La vague de terreur qui a renversé l'Amérique est là. J'ai très hâte parce que tu vas comprendre aussi beaucoup de références pop culturelles.
omniprésente au quotidien grâce à The Shining. Parce que déjà, par exemple, il y a le tapis du Alamo Drafthouse. Je te fais chier à chaque fois qu'on y va. Je suis là, c'est le tapis de The Shining. Mais vraiment, juste, il y a tellement de choses dedans qui ont été ensuite déclinées et reprises que tu vas... Même sur cette photo, je le trouve pas mal. Hein. Écoute, on verra si tu le trouves toujours pas mal après avoir vu le film. On va aller voir The Shining et puis on en reparle juste après. I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And he came up here with his wife and 2 little girls, I think about 8 and 10. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. You can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. Here's Johnny! On est de retour après avoir regardé The Shining et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Pendant 1h20, Marie était totalement silencieuse. Anaïs était hyper inquiète. Non, j'étais pas hyper inquiète, mais je t'ai demandé quand même, à un moment, je me suis dit, est-ce que ça te plaît? Parce que tu disais vraiment rien. C'est extrêmement rare. Ça commence à faire un petit peu de temps qu'on fait cet exercice et qu'on regarde des trucs l'une avec l'autre. Je pense que ça s'est jamais produit, qu'il y en a une qui reste aussi silencieuse alors que, on est consciente de s'enregistrer et qu'on est en train de regarder un truc ensemble. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais soit elle s'emmerde vraiment, soit elle est hyper absorbée. Et puis, au bout d'1h20, tu as dit ça. Pour l'instant, c'est de loin le plus flippant que tu me montres. Hein. Ah ouais, je trouve? Bah ouais. Oh là là. Et à la fin, tu as dit ça. Bon, c'est le meilleur que tu m'as montré. Hein. Ah ouais? Bah ouais. C'était surprenant que tu dises rien. Comment ça se fait que pendant plus d'1 heure, t'étais sans réaction totale? Parce que j'avais rien à dire. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est juste que je le trouvais flippant, ça c'est sûr, parce que c'est psychologique. Donc je trouve ça beaucoup plus effrayant que des jumpscares. Après, c'est marrant parce que là, ça fait plusieurs jours qu'on l'a vu et ça m'a pas hanté du tout, quoi. Je suis pas en train d'y repenser ou quoi que ce soit, comme d'autres films qui m'ont fait peur par le passé ont pu me marquer sur plusieurs jours. Genre lesquels? Genre même le reveal de Bob, tu vois. Enfin, ça m'avait. Je sais que pendant longtemps, je revoyais cette image de lui dans le miroir ou des choses comme ça. Là, ça m'a pas hanté, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que pendant le film, il y avait une tension que j'avais pas envie de rompre en parlant, en fait. D'accord. Oui, parce que c'est ça, il faut bien préciser qu'il n'y a pas eu un twist à un moment où tu as commencé à trouver ça vraiment bien ou flippant. C'était vraiment, depuis le début, tu étais dedans, mais sans réagir. J'ai pas l'habitude de te voir sans réagir, Marie. Tu es quelqu'un de très réactif, d'habitude. Oui, après, quand je regarde les films toute seule, si je regarde un film d'horreur, je vais peut-être crier chez moi ou... Enfin, j'en regarde pas toute seule. Mais en règle générale, où je vais rigoler ou des choses comme ça, mais j'ai des réactions un peu moins fortes quand je les vois toute seule qu'avec quelqu'un. Quand il y a une grosse tension dans un film, je trouve ça agréable aussi de se laisser prendre dedans. Parce que c'est pas un film, justement, où il y a des jumpscares. Il y a rien de choquant, mais c'est lancinant tout le long. Et donc, il n'y a pas de moment de réaction forte, mais en même temps, c'est très, très efficace. Je suis tout à fait d'accord. Il y a souvent un débat sur qu'est-ce qui fait un bon film de Noël et si Die Hard est un bon film de Noël ou pas. Moi, je pense que Shining est un excellent film de Noël. Est-ce que tu penses que c'est un bon film de Noël? Oui, c'est un bon film de Noël. Oui, c'est un bon film de Noël. Ça dépend ce que tu cherches dans un film de Noël. Pour moi, Die Hard est un film que je revois à tous les Noëls parce que je pense que c'est un excellent film de Noël. Mais après, c'est comme pour Die Hard, c'est-à-dire que c'est plus une excuse de le regarder à ce moment-là. C'est pas vraiment un film de Noël, on le sait très bien. Tu vois. Comme ça se déroule à ce moment-là, il y a quelque chose évidemment de... C'est une bonne excuse pour le regarder. Est-ce que c'est un bon film de Noël à regarder en famille? Je ne sais pas. C'est clair. Qu'est-ce que tu as pensé de The Shining? C'est un excellent film. C'est con, en fait, de dire sur un film de Stanley Kubrick et qui est culte à ce point. C'est très bien réalisé. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant au niveau de la réalisation. Et je l'ai trouvé très efficace et intelligent, bien écrit. C'est un excellent film. Je vois pourquoi c'est culte et je suis contente de l'avoir vu. Je suis très contente aussi. Et je suis très contente qu'on ait vraiment trouvé la nouvelle réaction de Marie. Quand elle se sent un peu stressée, vous allez l'entendre. Oh là 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 là. Oh là là.
J'avais oublié, mais on l'entend dans les extraits, un des plus gros facteurs de cette tension tout du long et de cette peur, pour moi, c'est la musique qui est vraiment très, très, très efficace et excellente tout au long et qui a vraiment contribué, même aussi à mon silence. C'est-à-dire parce que j'étais en tension. C'est pas comme, par exemple, L'Exorciste ou Halloween où il y a peu de musique, où elle est utilisée de façon très sporadique mais efficace. Là, c'est vraiment tout au long du film et ça fonctionne très, très, très bien. Ouais, je m'en suis rendu compte parce que j'ai réécouté notre enregistrement pour créer les extraits de l'épisode. Et c'est la première fois que j'écoute The Shining sans avoir forcément le support visuel. Et j'avais ça dans mon casque. Et c'est extrêmement oppressant, en fait. Et j'avais vraiment jamais réalisé à quel point la musique était permanente dans le film jusqu'à ce que je réécoute nos extraits pendant 2 heures. Et vous l'aurez reconnu, on en avait déjà parlé dans des épisodes précédents, mais c'est la musique de Christophe Penderecki qui avait composé le fameux morceau qu'on entend dans l'épisode 8 de Twin Peaks The Return et qui a donc contribué à populariser ce qui est maintenant devenu un cliché dans le film d'horreur, c'est-à-dire les cordes dissonantes, extrêmement grinçantes et, comme tu l'as très bien décrit, un petit peu oppressante. Ouais. Et non, mais c'est vraiment ça. Et oui, c'est tout au long du film, en fait. Est-ce que pour les gens qui ne sauraient pas du tout ce qui se passe dans The Shining, qui ne l'auraient jamais vu ou qui l'auraient oublié, est-ce que tu peux résumer en 30 secondes le film ? C'est l'histoire de Jack Nicholson qui est embauché dans un hôtel du Colorado pour être le gardien pendant l'hiver et s'occuper de l'hôtel alors qu'il va être déserté pendant l'hiver et il y emménage avec sa femme et son fils. Son fils qui a des pouvoirs surnaturels et très vite on comprend que l'hôtel lui-même est un peu hanté et surtout on sait qu'il y a eu un meurtre avant qu'un ancien gardien d'hiver avait tué ses filles et sa femme. Et Jack Nicholson, il va essayer de faire pareil, en fait. Il va devenir complètement foufou. Il va essayer de trucider sa famille. C'est ça. En fait, c'est un film sur l'angoisse de la page blanche. Et oui, c'est ça. Puisqu'il est écrivain, il essaye d'écrire et en fait, il y arrive tellement pas qu'il décide de buter tout le monde. Voilà, exactement. Bon, il y arrive, hein. Il écrit plein de pages. C'est vrai. En quoi est-ce que ce film est le plus flippant que je t'ai montré pour l'instant, comme tu l'as dit pendant le visionnage ? C'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas la même peur en fait que les autres. Et je pense que c'est une peur qui est plus efficace pour moi et pour beaucoup de personnes. Ça va pas être comme The Descent. The Descent déclenche quelque chose chez moi lié à la claustrophobie, mais ça déclenche aussi par rapport aux jumpscares qui sont très efficaces. Là, il y a vraiment quelque chose, et c'est ce genre de films qui me font le plus peur en général, c'est l'horreur psychologique. Et là, vraiment, l'idée, en fait, de quelqu'un de normal, même si on va en parler, j'ai un petit point à ce niveau, une petite critique sur le film à ce niveau, qui perd la raison et s'attaque aux êtres qui lui sont normalement le plus chers. Je trouve ça totalement effrayant. Et en fait, le voir sombrer dans la folie, c'est quelque chose qui fait très peur et qui est très bien mis en scène dans le film. C'est la même chose qui m'a fait peur dans Requiem for a Dream avec la mère qui sombre dans la folie. C'est un thème qui, moi, m'effraie beaucoup et je pense qu'il effraie beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, perdre le contrôle de soi-même et aussi avoir quelqu'un, même du point de vue de la femme, dont tu partages la vie et qui d'un coup devient menaçant et violent, c'est aussi effrayant. Donc des deux côtés, ça fonctionne. Et ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était le plus efficace. Il y a aussi une sorte de claustrophobie, c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans le film, puisque c'est un film qui se passe dans le Colorado. On est dans un immense hôtel vide, on a des grands espaces tout autour et ils ont comme une espèce de terrain de jeu rien qu'à eux. Et en fait, on est totalement oppressé pendant tout le film. Et ça, c'est très très fort. Bon, c'est aussi la mise en scène, évidemment, mais c'est assez impressionnant à quel point il parvient à rendre claustro un espace qui devrait au contraire regorger de possibilités avec ses longs couloirs, etc. Il mentionne dans le film, c'est en anglais, ils appellent ça cabin fever, c'est-à-dire la fièvre de la cabane. C'est quand tu es enfermé dans une cabane pendant l'hiver et que tu deviens un peu fou. C'est ce qu'on a vécu pendant le confinement. Voilà, on en a beaucoup parlé pendant le confinement. Et là, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, ça déclenche pas un truc de claustrophobie immédiate comme The Descent, mais oui, il y a quelque chose de très oppressant. Tu m'as dit par contre qu'il y avait un élément qui aurait pu te faire encore plus peur. On va t'entendre. C'est fou parce que même quand il n'est pas censé être inquiétant, il est inquiétant. It's okay. Saw it on the television. Bon, en fait, c'est pas l'hôtel qui va le rendre dingue. Il est déjà un peu dingo. Il voulait aller dans l'hôtel pour la tuer. Il est vraiment flippant, mais je sais pas s'il est censé être flippant ou si... Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait,
Jack Nicholson est excellent dans le rôle parce qu'il est terrifiant à cause de ses sourcils, principalement, et de son sourire. Mais pour moi, le film aurait pu être encore plus efficace si le personnage de Jack Nicholson avait été un mec lambda qui n'a pas ce côté effrayant sous-entendu dès le début. C'est-à-dire que quand on voit apparaître le personnage de Jack Nicholson, il a ce côté un peu... tu sais pas trop sur quel pied danser, tu comprends qu'il y a un truc qui tourne pas trop rond dans la plupart de ses personnages, et ça, on le voit dès le début, et même quand il sourit, t'es pas attendri, quoi, ou dans ses rapports avec sa famille au tout début, tu te dis pas « Oh, quel papa gâteau !» Je pense qu'en fait, moi, il y aurait eu quelque chose de beaucoup, beaucoup plus effrayant si on avait eu un père un peu, pas forcément idéal, mais très lambda, qui a une relation saine avec sa famille ou une relation aimante, et qui, en arrivant dans ce lieu-là, et à cause de tout ce que l'hôtel charrie comme fantôme et comme aspect surnaturel, mais aussi à cause de l'isolement, il perd les pédales et il s'attaque à sa famille. Je trouve ça plus terrifiant, en fait, de voir quelqu'un devenir fou et devenir dangereux alors qu'il n'avait pas ce danger. Et c'est pour ça que je trouvais ça assez terrifiant chez Leland, qui, même s'il a un côté un peu fou parce qu'il est tout le temps en train de chanter, est un personnage très très sympathique, alors que le personnage de Jack Nicholson l'est vraiment pas. Et donc, j'ai trouvé que ça marchait un petit peu moins bien. Mais en même temps, je pense que c'est plus représentatif de la réalité, c'est-à-dire qu'un homme qui va devenir violent envers sa famille, c'est souvent... il y a une histoire de violence et il y a des abus et une emprise qui est établi dès le début, alors que c'est plus rare que ce soit juste il pète un câble d'un coup et il devient complètement fou et il s'attaque à sa famille. Oui, ou qu'un hôtel se mette à posséder. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est plus réaliste sur ces dynamiques-là, mais je trouve que dans le cadre d'un film d'horreur, j'aurais trouvé ça plus efficace et plus effrayant, et ça m'aurait beaucoup plus hanté, je pense, sur le long terme, si ça avait été quelqu'un de très sain d'esprit et de bienveillant qui, d'un coup, devient malveillant et fou. Ben, tu seras ravi d'apprendre que Stephen King n'a pas du tout aimé le film The Shining, puisque, on l'a dit, c'est une adaptation du roman de Stephen King qui était sorti à peine quelques années plus tôt. Il trouve que c'est un bon film, mais que c'est une mauvaise adaptation. Notamment, le personnage de Jack Torrance, pour lui, ne correspond pas à ce qu'il a essayé de faire dans le livre. Il trouvait que le casting de Jack Nicholson n'était pas le bon, puisque le rôle précédent de Jack Nicholson juste avant, c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou, et que donc toute l'Amérique l'identifiait déjà à quelqu'un d'un petit peu instable. Et c'est vrai qu'il a ce côté assez sinistre, assez menaçant dès le départ du film. Or, ce que Stephen King voulait raconter, c'était la longue descente dans la folie et la descente aux enfers d'un homme qui est assez sympathique et qui est plus compliqué que ça. Dans le livre, comme dans le film, il y a quand même un passé abusif chez Jack Torrance. Il a déjà été violent envers Danny et envers Wendy, sa femme. En fait, il souffre d'alcoolisme, ce qui est aussi indiqué dans le film, mais d'une manière je l'avais assez pas différente. du tout compris, en fait. Ah ouais. Peut-être un moment où il dit qu'il rêverait d'avoir une bière ou quelque chose comme ça, mais je pensais que c'était juste parce qu'il était dans un endroit où il n'y avait pas d'alcool, quoi. Ouais, c'est rapidement évoqué, et en fait, c'est ça pour moi qui fait de Shining une bonne adaptation, c'est-à-dire qu'il en a fait quelque chose de très évocateur et de très épuré. Et forcément, dans le roman, il y a beaucoup plus d'éléments, mais dans le roman, oui, le personnage de Jack est alcoolique, a souffert d'alcoolisme par le passé. Il est souvent hanté par des souvenirs de son passé, et c'est les présences un peu surnaturelles dans l'hôtel qui finissent par le faire sombrer dans la folie. Donc, pour Stephen King, il y avait quelque chose qui a été raté avec le casting de Jack Nicholson et aussi avec le personnage de Jack Torrance qui est assez monstrueux dès le début, en tout cas qui a l'air très agacé par sa famille dès le départ. Après, ce qui est marrant, c'est que Stephen King a écrit le scénario de la mini-série The Shining, qui est sortie un peu de temps après, que j'ai vu aussi, très très jeune, qui m'a fait très peur. Et je dirais pas que c'est une mauvaise mini-série, après ça fait très longtemps que je l'ai pas revue, mais c'est assez cheap, et bon, c'était un téléfilm quoi, enfin un téléfilm en plusieurs parties. Bah, clairement, c'est pas du tout aussi évocateur et aussi sinistre que le film de Kubrick. Et il y a, par exemple, à un moment, il y a un personnage qui sort de la chambre 237 avec un masque de chien et c'est risible, quoi. On dirait une farce. Mais voilà, il a essayé de faire sa propre version, Stephen King, et je dirais quand même que Kubrick s'en est un petit peu mieux sorti, mais en tout cas, il partage ton opinion sur la descente dans la folie qui aurait dû être un petit peu plus réaliste. Bah, c'est le maître de l'horreur, il sait ce qui fait peur. Exactement, et il faut aussi savoir que Stephen King a dit après dans ses mémoires écriture que je recommande, qui sont très bien, que je sais que tu as d'ailleurs. Je les ai, mais tu m'as interdit de les lire parce que ça va me spoiler sur Carrie et sur... C'est ça, mais il a dit dans ses mémoires et ailleurs aussi que, bah, en gros,
il était alcoolique à l'époque où il a écrit Shining et qu'il s'est pas rendu compte au moment où il l'écrivait que le roman parlait de lui. Mais on a quand même un personnage d'écrivain alcoolique qui n'arrive plus à écrire et qui est maltraitant avec sa famille. Et lui-même a dit qu'il se comportait mal avec sa famille à l'époque. Et donc, il a forcément beaucoup d'empathie pour le personnage de Jack Torrance, qui est un mec plutôt normal, mais qui souffre d'alcoolisme et qui essaye de s'en sortir. Or, c'est pas vraiment ça qu'on a dans le résultat final chez Kubrick. Oui, donc je comprends que ça l'ait touché même à un niveau personnel où il a été heurté par ce choix de casting. Mais après, Ouais. je pense, ceci dit, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose de plus terrifiant dans cette idée-là de quelqu'un qui sombre doucement dans la folie plutôt que dans quelqu'un qui est déjà un peu de dingo et qui a juste ce côté-là qui est révélé par l'hôtel, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup, après avoir vu Shining, vraiment, je sais même pas combien de fois je l'ai vu. J'ai tellement saigné Kubrick à l'adolescence, tu te rends même pas compte. Enfin, j'étais tous regardés 10 fois, quoi. J'étais complètement obsédée. Ce que j'aime vraiment en le revoyant, c'est de tout de suite m'installer dans une tension, en fait. C'est-à-dire que justement, on voit dès le départ à quel point il est un petit peu désaxé, ce personnage. Et donc, tout de suite, je suis pas bien. Et ça, je trouve que c'est assez efficace. Et puis, ce qui est aussi remarquable, et ça, pour le coup, le casting de Jack Nicholson fonctionne très bien dans ce sens, c'est qu'il est tellement charismatique que même quand il est en train de s'en prendre à sa famille, on rigole et on le trouve charmant. Tout ce que je dis là sur le personnage de Jack Torrance, même si je pense que du coup ça a été un tout petit peu moins efficace pour me faire peur sur le long terme, mais ça me va, hein. En même temps, j'ai trouvé Jack Nicholson incroyable dans le rôle. Il était mais vraiment stupéfiant, quoi. Et j'étais à la fois terrifiée et morte de rire. On va l'entendre, il y a un moment où il est en train, c'est une scène sur laquelle on va revenir après parce qu'elle est culte. Wendy agite une batte de baseball, il la suit dans l'escalier et elle marche à reculons. Et en fait, il est en train de lui dire « Donne-moi la batte, donne-moi la batte ». Et c'est un moment qui est extrêmement sinistre, mais Jack Nicholson est tellement bon qu'on rigole, quoi. Give me the bat. Stop swinging the bat. Give me the bat. Wendy. Il est vraiment incroyable. Et tu m'as demandé s'il avait eu un Oscar et non, Shining est tragiquement non récompensé aux Oscars. Il avait été nommé ou Non. Purée. Ouais, c'est fou, hein. Bon, après, c'est pas le seul film de Kubrick. Tous ces films ont eu une influence vraiment incommensurable sur l'histoire du cinéma, mais c'est fou de se dire que ce film a été ignoré dans les cérémonies de remise de prix. Et par contre, on va en reparler, il a été nommé à des Razzies pour la performance de Shelley Duvall. Les Razzie Awards, pour ceux qui ne savent pas, c'est les prix des pires films et des pires performances. Ouais. C'est un truc moqueur aux États-Unis. Bon, je pense que tu as vu tout de suite en quoi c'était un film culte. Oui. On va rentrer un petit peu dans le déroulement plus détaillé du film. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu un documentaire qui est sorti il y a quelques années, en 2012, qui s'appelle Room 237 ou Room 237, qui examine 9 théories du complot qui sont parties de The Shining. Parce que les gens sont fous. Et donc, il y a énormément de gens qui ont parlé du documentaire à l'époque. Moi, quand je l'ai vu, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé très bon parce que c'est totalement délirant. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont contribué au film, et notamment Stephen King qui a dit qu'il avait arrêté à la moitié tellement il trouvait ça débile. Mais une des premières, c'est sur le fait que, et bon, pour le coup, c'est un petit peu vrai, mais sur le fait que le film envoie des messages secrets sur le génocide des Amérindiens parce que les boîtes de conserve qu'on voit dans la réserve, la marque, c'est Calumet. Ah oui. Ça, je veux bien le croire. Enfin, je pense que Kubrick a très bien intégré l'histoire de l'Amérique à son film. Et d'ailleurs, il y a aussi toute l'histoire sur le fait que l'hôtel aurait été construit sur un site funéraire d'Amérindiens. Donc, je pense que c'est pas un hasard s'il y a les boîtes de conserve qu'allumées, mais vraiment, ils sont partis très loin. Et c'est de là aussi que vient, enfin, pas du documentaire, mais tu dois savoir qu'il y a une théorie sur le fait que Kubrick aurait filmé l'alunissage en 69. Ah oui. Que c'est donc un complot, que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune et que The Shining serait l'aveu de Kubrick. Voilà. Mais bon, on va rentrer un petit peu dans le déroulement du film quand même, et on va commencer par l'intro, qui est comme chaque plan de ce film cultissime. Qu'est-ce que tu as pensé de l'intro du film ? Je l'ai trouvé très belle. Moi, j'adore les grands paysages américains, donc c'était très beau. On voit juste en fait la voiture qui traverse toutes les montagnes pour arriver à l'hôtel. En plus, ça a le mérite d'être efficace pour établir à quel point l'hôtel est isolé. Et en plus, la caméra est pas stable dedans. Elle vacille un peu. C'est ça a été tourné par hélicoptère. Ça donne un peu limite le mal de mer. Voilà, donc ça peut être une métaphore aussi sur le fait d'être déséquilibré aussi d'un point de vue mental. C'est ça. Mais effectivement, oui, ces plans et cette musique que vous pouvez entendre sont vraiment emblématiques. C'est très beau. Déjà, j'aime bien les paysages. Déjà, ça me plaît.
mais heureusement que je me suis tue pour le reste de la... Non, j'adore. du visionnage. C'est ça que le film essaye de te faire ressentir, hein, c'est Je t'avais aussi demandé, avant qu'on voit le film, si tu savais à quoi Shining faisait référence, parce que ça peut paraître un petit peu obscur avant d'avoir vu le film. Et on le découvre assez vite avec le personnage de Danny, qui, en fait, tu l'as dit, a un pouvoir un peu de vision. Si je devais expliquer ce pouvoir, il voit des choses, il prédit des choses grâce à son ami qui parle comme ça, Ouais, avec Tony. son doigt, voilà, Tony. Mais il arrive aussi à communiquer avec d'autres gens qui ont le même pouvoir par la pensée. Et il arrive aussi à voir dans le passé et donc à voir les fantômes Oui. de l'hôtel qui se manifestent devant lui à plusieurs reprises. On va entendre dans le premier extrait, c'est le moment où on rencontre Danny. Il est en train de prendre son petit-déj avec sa mère et c'est son petit doigt qui commence à parler. Et au début, on se dit juste qu'il a un ami imaginaire en fait qui fait parler à travers son doigt, mais en fait, il se trouve qu'il a un vrai pouvoir. What about Tony? He's looking forward to the hotel, I bet. Mr. Torrance. Now, come on, Tony. Don't be silly. I don't want to call them Mrs. Torrance. Je me suis un peu identifiée parce que moi aussi, j'avais des amis imaginaires, pas un seul, plusieurs Tony. T'avais les 5 doigts de la main. Voilà, exactement. qui étaient mobilisés. Quand j'étais petite, quand j'avais à peu près son âge. Donc voilà. Après, ça a disparu, mais c'est le lot de beaucoup d'enfants uniques. Hein. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça explique beaucoup de choses. T'avais Voilà. besoin de t'occuper. Exactement. Et donc, on découvre un petit peu toute la mythologie autour du Shine ou du Shining grâce au personnage de Dick Hallorann, qui est joué par Scatman Crothers. Et donc, Dick Hallorann, qui est le chef cuistot de l'hôtel et donc qui fait un peu la visite guidée à la famille Torrance avant de partir et qui prend Danny à part parce qu'il comprend tout de suite qu'ils ont le même pouvoir tous les deux et qui lui fait ce petit speech bien pratique qui explique un petit peu tout ce que Danny est capable de faire avec sa pensée. I can remember when I was a little boy. My grandmother and I could hold conversations entirely without ever opening our mouths. She called it shining. And for a long time, I thought it was just the two of us that had the shine to us. Just like you probably thought you was the only one. But there are other folks, though mostly they don't know it or don't believe it. How long have you been able to do it? Why don't you want to talk about it? I'm not supposed to. Who says you ain't supposed to? Tony. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce personnage ? Je crois que t'avais beaucoup d'affection pour lui. Alors, plusieurs choses. Comme il y a une tension dès le début, quand il a demandé aux parents de Danny s'ils pouvaient lui montrer, lui donner de la glace, et juste avant, en plus, il y avait un moment où on le voyait parler avec lui par la pensée et lui parler de la glace, justement. J'étais inquiète parce que je me suis demandé si c'était un prédateur ou des choses comme ça. Donc, et au final, pas du tout. C'est quelqu'un de très bienveillant et c'est peut-être la présence la plus bienveillante du film. Après, moi, ça a soulevé plusieurs questions pour moi. Il y a un trope dans la littérature et les films américains, c'est celui du personnage noir qui a des pouvoirs magiques et qui va aider souvent des personnages blancs ou des choses comme ça, mais qui a une espèce de présence surnaturelle et un peu mystique. C'est un cliché qui est souvent utilisé, qui a beaucoup été déconstruit et critiqué. Et ça m'a tout de suite fait penser un peu à ça, surtout qu'en fait, son personnage n'existe dans le film qu'à travers sa relation avec Danny et on ne sait rien de lui, à part qu'il est cuisinier et qu'il a des photos de meufs à poil sur ses murs. C'est ça, j'allais dire, c'est quand même un gros élément Oui, bien sûr. autobiographique. Mais il n'est pas du tout développé. Bon, après, c'est normal, c'est pas le principe du film, mais sa trajectoire à lui, là, je fais un peu un bond en avant dans le film, mais c'est qu'il va venir essayer de sauver Danny et sa mère quand il comprend qu'ils sont en danger. Et il va être tout de suite, dès qu'il arrive, tué d'un coup de hache en plein cœur par Jack Torrance. Et c'est le seul, en fait, qui meurt et qui est victime de Jack. Et j'ai eu un petit moment d'arrêt sur ça, mais après, bon, c'est un film de son époque, dans les années 70, il y a aussi beaucoup de clichés à cette époque ou des choses comme ça, mais le fait que le seul personnage noir soit un peu la présence mystique et surnaturelle et qu'en plus, il se sacrifie pour protéger la femme et l'enfant blanc et que on s'attarde pas vraiment sur sa mort, au final, ça m'a un peu interrogée quand même sur l'utilisation de ce personnage et son écriture. C'est un trope qu'on retrouve par exemple dans La Ligne verte. La Ligne verte ayant aussi été écrit par Stephen King. Après, je sais pas si c'est un personnage qui est aussi dans le livre, mais c'est un trope très répandu et qui a vraiment été assez déconstruit et critiqué. Et moi, ça m'a tout de suite évoqué ça et un peu dérangé à ce niveau-là. Enfin, le sauveur des personnages blancs qui en même temps a un pouvoir surnaturel et qui n'existe que pour ça dans le film.
Dans le genre moment culte, il y a aussi les jumelles, qui en fait ne sont pas vraiment des jumelles, elles sont juste sœurs. Enfin, on ne dit pas qu'elles sont jumelles, mais elles sont habillées pareil. Oui, elles sont habillées pareil, on va savoir pourquoi, voilà. Et elles ont pas trop la même taille, donc c'est... C'est ça. Mais ce moment, comme l'ascenseur avec le sang, qui sont peut-être les 2 images les plus connues du film avec l'affiche, t'ont pas fait réagir. Est-ce que c'est parce que c'est des moments très connus et que du coup tu t'y attendais un peu? Oui, alors ça, j'ai pas du tout... Enfin, je les connaissais, mais c'est comme même le petit sur sa petite trottinette, enfin, son petit vélo, ça, je l'avais vu aussi. L'image finale où il est congelé, je l'avais vu, je ne savais pas que c'était dans The Shining, mais oui, il y a beaucoup d'images forcément qui sont ancrées dans l'imaginaire collectif, et ça en fait partie, donc j'ai pas trouvé ça flippant. Puis même, franchement, même si je les connaissais pas, j'aurais pas trouvé ça flippant, c'est juste 2 petites filles habillées pareil, quoi. Après, dans la scène où on les voit, où elles disent à Dani, encore une scène cultissime, où elles disent « Come play with us ». Oui, ça, c'est un peu creepy. Et en fait, et ce moment est entrecoupé de visions que Dani a, parce qu'il les voit se tenir droite dans le couloir, mais c'est entrecoupé de visions où elles sont en fait ensanglantées dans un couloir recouvert de sang avec la hache, et donc où il est en train de voir le meurtre qui s'est produit plusieurs années plus tôt. Mais même ça, t'as pas du tout réagi. Bah non, moi j'ai pas réagi, mais c'était efficace, ça fait peur. Enfin, c'est dérangeant, ça fonctionne. Et puis c'est très très bien fait. Merci. Mais Hello, Danny. Come and play with us. Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever. Il y a d'autres fantômes dans l'Overlook Hotel. Et il y en a un qui est aussi très, très, très connu. c'est le pire de tous. Le pire de tous. C'est la Madame de la Baignoire, qui se cache donc dans la chambre 237, la fameuse. Fun fact, l'hôtel qui a été utilisé pour faire les plans extérieurs, que tu as visité d'ailleurs. Oui, en Oregon. Mais juste pour les plans extérieurs, parce qu'après, ils ont tout reconstruit, y compris un set extérieur de l'hôtel, parce que Kubrick, il aimait bien tourner en Angleterre, loin de l'Amérique, et donc il a tout reconstruit. Le vrai hôtel qui a été utilisé pour ces quelques plans a demandé à ce que ce soit la chambre 237 et pas 217 comme dans le livre et dans le script à l'origine, parce qu'ils avaient vraiment une chambre 217 et ils avaient peur que plus personne n'aille dedans. Ah oui. Alors qu'ils n'avaient pas de chambre 237, donc le changement a été fait. Mais donc, dans cette chambre sur laquelle on nous met en garde dès le début, il y a la Madame de la Baignoire. La Madame de la Baignoire qui étrangle Danny, mais on la voit pas à ce moment-là. On voit juste Danny qui arrive, donc avec des marques sur le cou, donc c'est assez glaçant. Et surtout que sa mère tout de suite accuse le père de lui avoir fait ça, donc on comprend qu'il a déjà été violent. Et en fait, Jack décide d'aller dans la chambre pour voir qui il y a, parce qu'on lui dit qu'il y a quelqu'un dans cette chambre, qu'il y a une femme. Et quand il y arrive, dans la salle de bain, dans la baignoire, il y a une belle jeune femme, toute nue, qui se lève de la baignoire, qui s'approche vers lui et qui commence à l'embrasser. Et là aussi, très bon casting de Jack Nicholson qui tout de suite voit le fantôme d'une femme nue dans une baignoire et sourit. Oui. Parce qu'il se dit « Yes, je suis content ». Voilà. Il est très satisfait par ce qu'il voit. Il se pose pas d'autres questions. Il a juste envie de la choper, très clairement. Il commence à lui rouler une grosse pelle et à la prendre dans ses bras. Et là, on commence à comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Et il voit le reflet dans le miroir et il se rend compte que c'est une vieille dame dont le dos est complètement nécrosé, qui donc est morte depuis sûrement très très longtemps. Voilà, et qui est en décomposition. Exactement. Et c'est une horreur. On va entendre ta réaction. C'est tout. Oui, c'est vrai que j'avais pas de réaction très très forte. Mais en même temps, enfin vraiment, c'est un des trucs les plus glaçants que j'ai jamais vu. Hein. C'est horrible. Moi, c'est gravé dans mon esprit pour toujours, en fait, cette image. Mais c'est marrant parce que c'est ce que tu me disais avant de voir le film, où tu m'as dit il y a plein de références que tu vas comprendre. Bah déjà, le fait qu'il sombre dans la folie et tout ça, enfin ça m'a vraiment rappelé Leland quand même dans Twin Peaks. Et là, cette scène m'a beaucoup rappelé. Dans Game of Thrones, c'est beaucoup moins dérangeant et creepy, mais il y a la révélation de Mélisandre, qui est une magnifique jeune femme et tout ça, qui, quand elle enlève son collier, en fait, devient une vieillarde au précipice de la mort, et qui est toute nue aussi comme ça. Et il y a ce choc aussi de voir ce corps qui n'est pas du tout ce à quoi on était habitué, d'un coup révélé. Et ça m'a rappelé un peu ça.
ces dernières années, il y a eu beaucoup de films d'horreur qui jouent sur le corps féminin, surtout chez des vieilles femmes. Et il y en a qui sont excellents, comme Relique, qui parle aussi de démence, en fait, et qui montre l'actrice nue. Mais je trouve que ça a vraiment du sens dans ce film-là. Mais il y en a d'autres qui jouent sur le choc un peu facile du vieux corps nu. Et donc, c'est vrai que là, c'est la scène la plus connue qui utilise ce trope-là. Mais ça commence à vieillir un petit peu. Ouais, et puis là, pour le coup, en fait, dans cette scène, pour la défendre, enfin, c'est une scène très, très efficace, donc j'ai même pas besoin de la défendre parce que je trouve que là, ça fonctionne très bien, mais c'est pas forcément le fait qu'elle soit vieille qui soit choquant, c'est le fait qu'elle soit morte. Oui, bien sûr. Et en décomposition. Après, on a aussi la scène où là, on commence à comprendre qu'il va vraiment pas très bien, le petit Jack Torrance. C'est quand il décide d'aller tout seul au bar de l'hôtel. J'adore cette scène. Il marmonne un peu tout seul, ouais, moi aussi je l'adore. Il est tout seul et puis d'un coup, il voit apparaître Lloyd, un serveur, qui en fait lui sert un cocktail et donc là on comprend qu'il a basculé, quoi, qu'il est plus dans la réalité et qu'il est en train de perdre la boule. Ouais, je sais pas, moi je me suis dit, il y a vraiment peut-être quelqu'un, un fantôme qui lui sert un cocktail fantomatique. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations, c'est-à-dire que tu peux... Et moi, l'interprétation que je choisis, c'est plus qu'il est en train de perdre les pédales complètement, mais il y a aussi la question de est-ce qu'il y a un truc surnaturel et que l'hôtel est vraiment hanté, quoi. Bien sûr, et je pense que c'est les deux, et tu as eu tout à fait raison de mentionner Leland dans Twin Peaks, parce que c'est exactement la même chose, en fait, et le même débat, c'est-à-dire que les deux lectures peuvent être possibles, et c'est ça qui est terrifiant, c'est que c'est un cas de violence domestique où on peut trouver un élément surnaturel pour rajouter quelque chose au film d'horreur, mais où en même temps, ça peut être tout à fait ancré dans la réalité, quoi. Oui, c'est ça, et puis bon, c'était le même débat qu'on avait eu sur Leland, c'est-à-dire que c'est facile d'utiliser le surnaturel pour excuser un comportement qui est en fait est extrêmement répandu. C'est clair. Pourquoi t'adores cette scène? C'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me demandais un peu comment il allait tenir tout le film parce qu'au bout d'un moment, il va devenir fou et je me disais ça va sûrement devenir répétitif et en fait, les scènes comme ça apporte des respirations par rapport à son rapport avec sa femme et son fils. C'est pas des scènes qui sont directement où il s'attaque à eux. Et en plus, il y a quelque chose dans la mythologie de l'hôtel qui est intéressante. J'adore la façon dont elle est filmée, l'espace est hyper bien. Il y a le plan qui est aussi culte où on le voit un peu rire quand il est accoudé au bar. Ouais, je voulais te demander quels étaient tes décors préférés parce que moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore le film. Les décors, on a envie de s'y perdre. Perso, j'ai pas envie de m'y perdre. Hein, j'ai envie de rester très loin. Certes, mais honnêtement, moi, j'adore ces scènes-là pour ça parce que je trouve que c'est les plus beaux décors et le bar de l'hôtel et les toilettes. Les toilettes, du j'allais bar dire, de l'hôtel sont incroyables. Les toilettes, je crois que c'est mon décor préféré. Et donc en fait, j'aime bien cette scène, mais honnêtement, je pense qu'il m'a fallu au moins 5 ou 6 visionnages pour que je m'intéresse vraiment à ce qui s'y passe. Parce qu'à chaque fois, je suis juste hypnotisée par le décor des toilettes qui sont rouges et blancs. Ouais. C'est tellement beau. Et ouais, tout de suite, en fait, je voulais te demander quels étaient tes décors préférés à cause de ça aussi. Ouais, mais c'est les toilettes. Les toilettes, quand j'ai vu les toilettes, j'étais là, waouh. Same. On est d'accord. Même si le garde-manger aussi fait un petit peu rêver, il fait toujours son petit effet quand il ouvre la porte au début, Dick, et qu'on se dit « Ouah, trop bien, il y a plein de bouffe ». Ouais, mais c'est pas beau visuellement. Mais c'est marrant parce que pareil, Wes Anderson, quand tu vois même... C'est pas du tout la même atmosphère, évidemment, mais quand tu vois The Grand Budapest Hotel ou des choses comme ça, tu sens l'influence esthétique de Kubrick. Mais vraiment, elle est énorme. Ouais, complètement. C'est dans les toilettes, justement, qu'il y a la scène où, en fait, il commence à parler avec le mec qui avait tué sa femme et ses 2 filles. Alors, c'est marrant parce que c'est pas du tout comme ça que j'imaginais un gardien d'hiver dans un hôtel du Colorado. Donc, je pense qu'il délire un peu quand même. Pour moi, ça marche dans ce sens-là. C'est un espèce de majordome anglais. Alors qu'en plus, le meurtre a eu lieu normalement que quelques années plus tôt, parce que c'était en 1970, on lui explique, et le mec, le majordome anglais, est habillé comme si il était dans les années 20. Et Nicholson le surnomme Jeevy, et c'est une référence à Jeeves, le personnage de majordome de P.J. Wodehouse, qui est un énorme classique anglais. Et qui est un peu l'incarnation type du majordome, quoi. Les fantômes sont beaucoup plus détaillés et développés dans le roman. Ouais. Et en fait, on comprend qu'il y a eu plusieurs générations de fantômes et de tué. drames. Ouais, ou en tout cas, lui, je crois qu'il est censé incarner l'ancien... pas gardien de l'hôtel, mais peut-être même patron ou propriétaire de l'hôtel ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus, mais il y a beaucoup de backstory sur les fantômes dans le roman. D'accord, donc c'est pas nécessairement celui qui est le dernier à avoir tué. Ça. D'accord, parce que du coup, je me disais, comme Jack Nicholson, son personnage est écrivain, peut-être qu'il est allé chercher quelque chose des livres qu'il a lus ou quelque chose comme ça, parce que le fait qu'il appelle Jeevy, mais... ce que j'aime bien dans cette scène, c'est qu'en fait, le personnage, le faux Jeeves, lui dit qu'en fait, il a toujours été là, dans cet hôtel. Et ça, c'est très flippant. Mr. Grady, you were
the caretaker here. I'm sorry to differ with you, sir. But you are the caretaker. You've always been the caretaker. I should know, sir. I've always been here. Et donc, on arrive au pétage de câble de Jack, puisqu'il faut bien qu'il arrive à un moment. Wendy va le trouver pendant qu'il est en train de travailler sur son roman. Son roman. Voilà. Et en fait, elle est déjà un peu inquiète parce qu'elle pense que Jack donc s'en est pris à Danny. Elle se rend compte qu'il se passe des choses bizarres dans l'hôtel. Ils sont isolés parce qu'il y a eu une énorme tempête de neige à l'extérieur, donc ils n'ont plus de communication à l'extérieur. Donc forcément, Wendy est un petit peu flippée. Et là, elle arrive et elle trouve le manuscrit de Jack. Et C'est sur le incroyable. manuscrit, il y a juste une phrase qui a été écrite de plein de manières différentes. Oui, c'est-à-dire qu'il En fait des alexandrin, dialogues. voilà, c'est ça. En pyramide, à l'envers, sur des centaines et des centaines de pages. Et la phrase, c'est « All work and no play makes Jack a dull boy ». Je crois que c'est le moment où tu m'as dit c'est le plus flippant que tu m'aies montré jusqu'à présent. En plus, la façon dont c'est filmé, c'est marrant parce qu'on a parlé des menaces hors champ quand on a parlé du found footage et moi, ça fonctionnait pas du tout. Et là, dans cette scène, ça fonctionne extrêmement bien parce qu'il y a déjà eu en fait une confrontation entre elle et Jack à ce même endroit où elle était venue le déranger, entre guillemets, pendant qu'il travaillait, entre guillemets, et il s'en était pris à elle de façon très violente. Et en fait, là, elle revient alors qu'il n'est pas dans la pièce, elle découvre le manuscrit et la façon dont c'est filmé, c'est en contre-plongée où on ne voit que son visage à elle et on voit les feuilles qu'elle feuillette en contre-champ, mais on ne voit rien de ce qui est autour. Et en fait, la pièce est tellement grande et ça a déjà tellement été établi dans d'autres scènes que j'imaginais qu'il était juste derrière elle. Et d'ailleurs, on le voit, au bout d'un moment, il est derrière elle. Mais ce qui est intelligent, c'est qu'il n'apparaît pas d'un coup. Mais pendant toute cette scène, j'avais qu'une peur, c'est qu'il apparaisse. Et c'était vraiment très, très efficace. Et en plus, la révélation de son roman qui n'en est pas un et de sa folie Qui en est bien totale. une. Voilà, exactement. Ça, c'était très, très, très efficace. Ouais, cette scène est géniale. Et juste après, il y a la fameuse scène avec la batte de baseball dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, où il commence à la pourchasser. Elle essaye de se défendre avec sa batte de baseball qu'elle agite juste en fait dans les airs en lui disant arrête, arrête, me touche pas. Stay away from me. Please. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me. Wendy, Stay away. darling. Et elle finit par l'assommer et le traîner jusqu'au garde-manger pour l'enfermer. Au début, tu pensais que c'était une erreur qu'elle le traîne dans le garde-manger parce que tu avais peur évidemment qu'il l'attrape à n'importe quel moment, qu'il lui attrape les chevilles, etc. Et normalement, ils avaient une espèce de voiture de neige, un chasse-neige, j'imagine que. Enfin, non, c'est vraiment une voiture de neige. Et du coup, je me disais, il faut qu'elle y aille pour qu'elle s'enfuit. Et en fait, elle a bien fait de le mettre dans le garde-manger. C'est ça. Parce qu'il avait bousillé tous les câbles de la voiture pour l'empêcher de s'enfuir. C'est ça. Et il le révèle dans une scène terrifiante où il est filmé, là, pareil, en contre-plongée. Kubrick était allongé entre les jambes de Jack Nicholson avec son chef opérateur. Et donc, on le voit avec un sourire, une espèce de rictus atroce, plaqué contre la porte du garde-manger en train de prévenir Wendy que ça va pas se passer comme ça et qu'il a coupé les câbles de la voiture. I'm gonna go now. Wendy. You've got a big surprise coming to you. You're not going anywhere. Et ouais. Il y a un autre truc, je suis contente parce que vraiment ça, je pensais pas que la surprise ne t'aurait pas été déjà spoilée, c'est Red Rum. Oui, ma première réaction, c'était de dire, ils savent pas écrire Red Room. C'est ça m'a beaucoup fait rire. Tu vas expliquer un petit peu ce qui se passe dans la fameuse scène Red Rum? Déjà, il y a des visions. En fait, je crois que le petit voit des visions où il voit le mot Red Rum apparaître, donc Ouais. R-E-D-R-U-M. Donc moi, je pensais que c'était lui qui ne savait pas encore épeler à son âge et qui avait
voulu écrire Red Room, donc chambre rouge. Et en fait, jusqu'au moment où le petit qui est un peu possédé à ce moment-là... Oui, en fait, il est en train de marmonner. D'ailleurs, vous allez m'entendre dans l'extrait, j'adorais imiter Danny. Red Room, parce que c'est un des trucs, pareil, les plus cultes de l'histoire du cinéma d'horreur. Quoi. Voilà, il est possédé, il fait que répéter Red Rum, alors que sa mère dort, mais d'un sommeil de plomb, alors qu'elle a été attaquée de tous les côtés et que, enfin, moi, je dormirais pas. Là, je dormirais pas pendant 10 ans après. Mais elle est en train de faire une sieste pendant que son mari, complètement fou, est enfermé dans le garde-manger. Donc, Danny est en train de faire Red Rum, et il commence à l'écrire au rouge à lèvres sur la porte, comme il avait vu dans sa vision. Et j'étais là, bon, tu sais toujours pas épeler. Jusqu'au moment où elle se réveille et dans le miroir, elle voit le reflet de Red Rum. Et en fait, en miroir, il y a marqué Murder. C'était génial. La pauvre, elle est pas aidée, elle. Hein. Son fils et son mari. Non. C'est glaçant, rien que de le réentendre. Ouais, et ce qui est fou, et qu'on réalise en entendant tous les extraits et que j'ai réalisé en les faisant, c'est à quel point ces moments durent. Et c'est vrai que c'est totalement à l'opposé des autres films d'horreur que je t'ai montrés, où la plupart, où généralement ces séquences vont être beaucoup plus efficaces et rapides. Et là, en fait, ça s'installe sur la durée. Comme tu disais au début, c'est lancinant, et c'est terrible, quoi. Et donc, ta réaction sur Murder était aussi exceptionnelle. Ah merde. Oh non. Oh là là. Et oui, parce que là, ça y est, on rentre dans la partie qui a fait réagir Marie. Et qui l'a bien fait réagir, puisque clairement, on monte d'un cran en tension et en agression. Jack arrive à sortir du garde-manger, parce qu'il est libéré par un fantôme. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Globalement. Et on arrive à la scène peut-être la plus culte. Enfin, je sais que je dis ça toutes les 5 minutes dans cet épisode, mais c'est la confrontation devant la porte où Wendy s'enferme dans la salle de bain de leur appartement. Elle arrive à faire sortir Danny par la fenêtre de la salle de bain, mais elle ne passe pas. Et donc, elle est bloquée. Elle peut rien faire. Elle a juste son couteau. Et on arrive à cette fameuse scène qu'on voit sur l'affiche du film où Jack Nicholson s'empare d'une hache et commence à défoncer la porte de la salle de bain. Il avait déjà la hache, parce qu'il avait déjà défoncé la porte de la... Oui, ouais. c'est vrai. Et donc, il commence à réciter un peu les dialogues des 3 petits cochons. Oui. Et on va l'entendre, c'est aussi un des exemples de Jack Nicholson qui est juste extrêmement charismatique et flippant à la fois. Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Et une fois qu'il a réussi à défoncer la porte, à faire un trou assez gros, il passe sa tête dans le trou et il dit enfin cette réplique que tu m'avais entendu dire au début de l'épisode. Here's Johnny. Qui a été improvisée par Jack Nicholson et qui était une réplique qui venait du Tonight Show avec Johnny Carson. Ah waouh. Fun. Et il y a un documentaire, Making the Shining, qui a été tourné par la fille de Kubrick qui était présente sur le tournage, où on le voit se préparer en mode méthode juste avant le tournage de cette scène, où il est en train de sauter sur place avec sa hache. Je crois qu'il dit à mort les chattes, un truc comme ça. C'est horrible, c'est terrifiant. Ça dure 5 secondes, il se secoue dans tous les sens et il crie à mort les chattes, à mort les chattes. Voilà, il a improvisé, il a dit Here's Johnny, et c'est devenu la réplique la plus culte du film. Et ensuite, elle est sauvée de justesse par Dick, donc le cuisinier qui était en Floride avec ses posters de femmes à poil et qui a traversé tous les États-Unis pour venir les sauver. Ouais. Et en fait, Johnny, non mais c'est pas Johnny, du coup il s'appelle Jack, Jack Torrance. Oui, ça prête à confusion. Oui, en plus comme Jack Nicholson quoi. Ouais. Et du coup, t'es là, pourquoi Johnny ? Enfin, quand tu connais pas le Tonight Show. Et du coup, il entend le bruit de la voiture à neige. Je connais pas les termes, j'ai jamais été au ski, donc voilà, une voiture qui peut aller
est sur la neige. La snowmobile. La snowmobile, voilà. Il l'entend et ça le distrait et il décide de sortir pour aller investiguer ce que c'est. Et donc là, elle est sauvée et son objectif à elle, c'est de retrouver son fils parce que son fils s'est enfui Elle a poussé son fils par la fenêtre. Elle ne sait pas où il est. Donc elle est en train de parcourir les couloirs pour trouver son fils et lui est aussi en train de parcourir les couloirs pour tuer son fils. C'est très terrifiant. Pourquoi tu sors là? Oh là là. Toujours à trouver quand même que les personnages prennent des décisions de merde. Hein. Non, mais en fait, bon, on va en parler parce qu'on va parler de son personnage à elle, mais je trouve qu'elle prend pas des décisions de merde, justement. Et je trouve que c'est un bon personnage à ce niveau-là. Ouais. C'est qu'elle prend des décisions qui sont complètement compréhensibles vu les circonstances. Qu'est-ce que tu as pensé justement du personnage de Wendy et de la performance de Shelley Duvall? Le personnage de Wendy, moi, je l'ai beaucoup aimé. Tu m'as dit qu'elle avait eu un Razzie, donc j'imagine qu'elle a été beaucoup moquée. Et je peux voir pourquoi, parce qu'il y a un côté un peu ridicule. Même physiquement, elle a un aspect qui est... c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais elle a un physique qui n'est pas un physique hollywoodien et qui est un physique surprenant, disons. Et il y a un côté parfois dans sa façon d'être ou dans sa façon de lui parler où elle a l'air un peu bébête. Et en fait, pas du tout. Moi, je l'ai trouvée très bonne. Même dans les moments où, par exemple, la batte de baseball, tu m'as dit que ça avait été une scène où, toi, quand tu l'avais vue pour la première fois, tu étais là, mais pourquoi tu balances ta batte comme ça et tout ça? Si tu te mets dans la position d'une femme dont le mari vient de se retourner contre elle de façon un peu inattendue et qui est d'un coup très, très violent, c'est normal qu'elle soit désarçonnée, qu'elle ne sache pas trop quoi faire et qu'elle soit un peu perdue. Et malgré tout, elle est quand même très proactive et elle parvient à se défendre et elle parvient à défendre son fils. Par exemple, elle a la présence d'esprit de l'assommer avec une batte au bout d'un moment, de le mettre dans le garde-manger, de faire sortir son fils par la fenêtre de la salle de bain. Elle a un sens de la survie qui va lui servir jusqu'à la fin. Ouais, je trouve que c'est un bon personnage, voilà. J'ai découvert le film à l'adolescence et c'est à cet âge-là que je l'ai vu vraiment plein de fois et je l'ai revu avec des amis. Et c'est vrai qu'à l'époque, on se moquait d'elle parce qu'on avait l'esprit d'adolescente et que clairement, oui, on se disait que c'était un peu une chiffre molle aussi, comme Hugh Grant dans Notting Hill, mais qu'il fallait qu'elle se bouge un peu plus. Mais maintenant, étant adulte, je te rejoins parfaitement. Déjà, je trouve que Shelley Duvall est très bonne. Je pense que frapper son mari avec une batte de baseball, ça doit pas être quelque chose qu'on fait à la légère ou qu'on a le réflexe de faire instantanément. Donc, sa sidération est totalement compréhensible. Il faut préciser quand même que Stephen King, lui, n'a pas aussi aimé le personnage de Shelley Duvall, l'interprétation de Wendy et l'écriture de Wendy dans le film. Il a trouvé que c'était extrêmement misogyne parce qu'elle a beaucoup plus de ressources et de répondants dans le livre par rapport au film. Mais il y a aussi quelque chose qui a énormément changé ma vision du personnage, au-delà du fait que j'ai grandi. C'est tout ce que j'ai lu sur ce qui est arrivé à Shelley Duvall, en fait, puisqu'elle a été nommée pour des Razzie Awards et donc elle a été vraiment tournée en dérision pour son rôle dans le film alors qu'elle était acclamée quelques années plus tôt pour son rôle dans un film de Altman. En fait, elle a été épuisée par le tournage et par Kubrick, qui a été assez injuste avec elle, assez cruel avec elle. Kubrick est connu pour... Oui, pour être abusif. Voilà, et pour son côté très méticuleux, entre guillemets, pour le fait qu'il refaisait énormément toutes ses prises. Le tournage a duré beaucoup plus longtemps que prévu, etc. On le voit notamment dans le documentaire Making the Shining. Il a une très bonne entente avec Jack Nicholson et il a beaucoup de friction avec Shelley Duvall. Et il dit même à un moment dans le documentaire à d'autres membres du tournage de ne pas être sympa avec elle. Et donc, elle, qui avait signé pour plusieurs mois de tournage, qui s'est retrouvée à rester plus d'1 an à tourner ce truc et qui a dit, en fait, je passais 12 heures par jour à crier et à pleurer, ce qui est extrêmement difficile, en fait, physiquement et mentalement, qui a été isolée du reste de l'équipe. Elle a raconté qu'elle l'avait très mal vécu, elle avait des problèmes de santé sur le tournage. Elle dit dans le documentaire, c'est terrible de l'entendre, elle dit que c'était un mal nécessaire et que c'est bien que Kubrick les poussait à aller plus loin. Donc, elle renforce vraiment cette idée du réalisateur génie qui utilise un peu le mal pour obtenir des performances magnifiques, sauf qu'au final, elle a été nommée au Razzie, donc c'est encore pire. Enfin, c'est hyper cruel pour elle. La scène de la batte de baseball serait dans le Guinness Book des records pour le nombre de prises, puisqu'il y aurait eu 127 prises de cette scène. Quel enfer. Voilà, et il y a le chef opérateur de Kubrick sur ce film qui a dit que généralement, Stanley ne réagissait avec rien d'autre que du mépris pendant les 14 premières prises sur le tournage.
Et que au-delà de 20, il commençait à se sentir un peu à l'aise. Donc, pour te donner une idée du truc, et donc il y a même des acteurs qui ont refusé de jouer sur The Shining. Celui qui devait jouer Dick à la base a refusé de jouer le rôle dans The Shining parce qu'il avait déjà tourné avec Kubrick et qu'il a dit moi je refais pas ça en fait. Jack Nicholson, bon tu l'as dit, tu as aussi été très impressionné par sa performance. Est-ce que tu le trouves toujours sexy? Non, dans le film, je ne le trouve absolument pas sexy et ses sourcils sont terrifiants. Mais bon, ils le sont dans beaucoup de films. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué dans la réalisation? Il y en a plein, honnêtement, mais le plan, par exemple, où le petit est à vélo et en fait, on parcourt l'hôtel derrière lui, ça, c'est assez incroyable. Les plans à la fin dans le labyrinthe sont magnifiques. Parce que j'étais mais pourquoi ils vont dans un labyrinthe? Et tu m'as même dit parce que c'est beau. Et j'étais ouais, c'est vrai. Franchement, ça fonctionne très, très, très bien. Et les plans dont on parlait tout à l'heure, des 2 petites filles entrecoupées, des plans où elles sont mortes, ça aussi, ça fonctionne très, très, très bien. Non, mais du début à la fin, en fait, il n'y a pas un seul plan acheté, quoi. C'est assez incroyable de voir un film comme ça. Surtout que Stanley Kubrick, j'en ai pas vu énormément. J'ai vu Eyes Wide Shut, mais c'est pas le même délire. Enfin, oui. Et même Dr. Folamour que tu as vu aussi, c'est pas le même délire. Et Dr. Folamour, qui est un de mes films préférés, que je trouve brillant, c'est un film en noir et blanc, donc c'est pas du tout le même. Là, il y a vraiment un esthétisme qui est assez stupéfiant, quoi. C'est fou, je l'ai vu, mais vraiment, je ne sais combien de fois, et à chaque fois, je m'oublie complètement en regardant le film. Je suis tellement estomaquée par la beauté des plans, quoi. Ouais. Et je suis très contente que tu aies mentionné à la fois les plans du tricycle et ceux du labyrinthe, puisque c'est des plans qui ont marqué à jamais l'histoire du cinéma. Elle essaie de trouver un autre mot que culte. C'est ça. Non, mais parce qu'en fait, la manière dont ils ont été filmés est historique. Ouais. Je sais pas si tu connais le principe du Steadicam. Oui. J'ai déjà entendu ce mot. Donc c'est le truc qui est posé, c'est comme sur les voitures ou des trucs comme ça, non? C'est pas ça? En gros, c'est un dispositif qui permet de stabiliser la caméra et d'amortir les chocs. Et donc, qui permet d'avoir un mouvement de caméra extrêmement fluide, voilà, pendant que la caméra est en mouvement. C'est ce que je pensais, parce que Steadicam, ça veut dire Steadicam. Exactement. Tu es très forte. Et donc, le Steadicam, c'est attaché au corps du cadreur par un harnais. Et il y a un système de balance qui fait que quand il y a un choc, en fait, ça amortit complètement le choc. Et c'est un dispositif qui a été inventé en 1972 par Garrett Brown, qui a gagné un Oscar en 1978 pour son invention. Et juste après avoir gagné cet Oscar pour son invention, il est allé tourner The Shining, puisque Kubrick avait eu vent de cette innovation et il était très intéressé. Et donc, il a contacté Garrett Brown pour qu'il vienne bosser sur The Shining. Ça a été utilisé dans très peu de films avant The Shining. Il y en a eu 3, je crois. Et il y avait notamment Rocky et Marathon Man. Et En route pour la gloire de Al Ashby, où c'est aussi lui qui a manipulé la caméra, et c'est un plan séquence de 2 minutes. Parce que, en fait, c'était tellement nouveau que personne ne savait vraiment utiliser le Steadicam à part Garrett Brown. Et donc, Shining est un des premiers films à en faire usage. Et l'usage du Steadicam dans Shining est donc devenu l'usage le plus courant. Je pense que j'ai pas fait d'école de cinéma, mais je pense que c'est le truc qu'on te donne en référence. Voilà, en film 101. Parce que c'est sa première utilisation la plus importante. Ça a révolutionné la manière dont les films sont tournés. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer justement un monde de tournage sans Steadicam ou le monde du cinéma sans Steadicam. Et ce que Garrett Brown a raconté sur le tournage, c'est qu'il est arrivé avec déjà plusieurs années d'utilisation du dispositif qu'il avait inventé lui-même et en se disant que tout ce qu'on lui demandait, il serait capable de le faire. Sauf que, en fait, il a bossé avec Kubrick et il a dit j'ai réalisé à la fin du premier après-midi de la première journée que le mot raisonnable ne faisait pas partie du lexique de Stanley Kubrick. Et donc, en fait, ils ont expérimenté sur plein de choses et notamment ce qui te frappe, je pense, dans les plans du tricycle, c'est le fait que la caméra est très près du sol. Et faire ça avec un mouvement aussi fluide, c'était pas possible en fait avant, parce que sinon il y aurait forcément quelque chose pour bloquer, que ce soit un chariot ou le mouvement de la personne qui porte la caméra. Je pensais qu'il avait mis sur un skate. Ils ont essayé de mettre le Steadicam attaché à un skate, ils n'ont pas réussi, mais ce qu'ils ont fait pour ces scènes-là, c'est qu'en fait ils ont assis Garrett Brown ou les autres cadreurs sur un fauteuil roulant. Et donc ils pouvaient positionner la caméra très très bas et il était poussé en roulant, et donc on va l'entendre, mais rien que le son sur cette scène est exceptionnel. J'allais dire, le travail sur le son dans le film est vraiment génial, pas juste la musique, parce que vraiment là en fait il passe à chaque fois sur des tapis et après sur le parquet. Ouais. C'est très répétitif parce que du coup à chaque fois tu entends le bruit des roues sur le parquet, le bruit des roues sur le tapis qui du coup sont beaucoup plus amortis, et tu as cette espèce de ritournelle en fait, et ça fonctionne très 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 bien.
Et tu pourrais pas avoir un chariot qui passe juste derrière avec la même rythmique tapis, parquet, sans la steadicam. Il y aurait pas ce mouvement aussi fluide. Et après, dans le labyrinthe, pareil, en fait, il courait derrière les acteurs ou parfois il courait devant les acteurs à reculons avec la caméra. Et ça, pareil, c'est une prouesse, en fait, pour l'époque. Et ces plans, encore aujourd'hui, n'ont pas pris une ride et sont complètement hypnotiques quand on les voit. Et puis, donc, il y a le fameux plan de Jack Nicholson qui, au final, est congelé. Oui, tant mieux pour sa gueule. C'est ça. T'étais contente que Wendy et Danny puissent s'échapper? Oui, ça, oui. Je trouve que c'est une bonne fin. Ouais. On est content. C'est la justice karmique. Il gèle tout seul à cause de sa propre folie. Exactement. Je suis curieuse, on est déjà trop longue sur cet épisode, mais je ne peux pas finir un épisode de The Shining sans te demander ce que tu as pensé du monsieur qui a un masque d'ours. Et c'est marrant parce que je m'en souviens, mais je me souviens plus du tout du moment où ça apparaît. Et je me souviens même plus du contexte, en fait. Il n'y a pas de contexte, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est un des plus grands mystères de l'histoire. En gros, Wendy est en train de parcourir l'hôtel. Donc, elle est avec son couteau, elle est un peu flippée, elle cherche Danny, comme tu décrivais tout à l'heure. Et elle commence à voir certains fantômes de l'hôtel qui apparaissent. Elle en voit un avec un couteau ou je sais pas quoi planté dans le crâne qui lui parle. Et à un moment, elle passe devant une porte, la porte d'une chambre qui est ouverte. Et elle voit juste quelqu'un à 4 pattes en costume qui semble faire une fellation en fait à un autre personnage. Et il relève la tête et il se tourne vers Wendy. Et là, il y a un zoom sur le visage de ce personnage qui porte un masque d'ours et qui porte un masque de chien dans le livre. Voilà, qui était donc dans le livre un personnage homosexuel. Mais là, on n'a pas plus de contexte. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il a juste pris ça et il a mis une scène où on voit apparaître un mec déguisé en train de faire une fellation à un autre fantôme. Et la photo à la toute fin du film, t'en as pensé quoi? Le dernier plan du film, c'est des photos qui sont sur les murs de l'hôtel. Et on en voit une qui a été prise en 1924 ou 1927, je me souviens plus. Et c'est lors du Nouvel An et on voit tous les gens qui sont en train de célébrer. Et devant, il y a le personnage de Jack Nicholson qui est en train de lever son verre. Pour une fois, j'ai pas trop essayé de comprendre. Ça rejoint ce qu'on lui dit, qu'il a toujours été là, qu'il a toujours été dans l'hôtel et tout ça. Qu'il est prisonnier, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. En tout cas, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, il est prisonnier de l'hôtel, quoi. Ou son âme est prisonnière de l'hôtel. Peut-être que son âme est prisonnière de l'hôtel, ou peut-être que c'est lui qui hante l'hôtel. Il faut qu'on passe au flipomètre sur une échelle de 0 à 10. Ça m'a pas hanté après. Il faut qu'un truc me hante, Anaïs. Mais il faut que je cherche. Non, mais c'est bon. Je dirais un 8,5, quoi. C'est quand même très, très efficace. En plus, d'une façon que j'ai beaucoup aimé, en fait. J'ai trouvé ça vachement fun. Ok, donc pour l'instant, c'est quand même la plus haute note que tu as accordée. Oui, parce que je trouve que, en plus, c'est-à-dire que les autres, il y avait un côté un peu facile dans la façon dont ça me faisait peur. Même The Descent ou Halloween, l'exorcisme m'a pas fait peur et l'autre dans la forêt, là, n'en parlons pas. Cette haine de Blair Witch doit cesser. Non. Mais là, vraiment, en fait, je trouvais que les ressorts que ça utilisait pour faire peur étaient plus intelligents, plus psychologiques. C'était pas viscéral, une espèce de réaction d'adrénaline. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et du coup beaucoup plus désarçonnant. Et donc, mieux. C'était Ami. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci. Faire découvrir des chefs-d'œuvre. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. La semaine prochaine, Marie va me faire découvrir While You Were Sleeping. Alors, petite note, ça s'appelle L'amour à tout prix en français et ça n'est pas la série coréenne While You Were Sleeping, qui est une série de 2017. Mais c'est un film avec Sandra Bullock des années 90. Et si vous voulez le regarder pour vous préparer, le film est disponible sur Disney+. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Les petits commentaires et les 5 étoiles, c'est sur Apple Podcast de préférence. Oui. Ou sur YouTube. À très vite. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.